avant d'embarquer sur Venezuela, on va l'accueillir. Salut Guillaume. Salut mon Dan. Merci de m'accueillir. Yes, alors, ça fait plaisir. Guillaume à tes côtés de CJMD 96.9 animateur qui me reçoit à l'occasion aussi. On a des beaux sujets de discussion souvent. Juste pour se réchauffer, quelqu'un m'a envoyé, Olivier m'a envoyé de quoi? Écoute, à travers toute l'histoire du Venezuela, quelque chose, Trump a posté de quoi à propos du Groenland. Les poules pas de tête sont excitées comme ça se peut pas. Et là, ça va plus loin. Puis il y en a, écoute bien ça, qui suggèrent des choses drôles en France. On va écouter ça, puis on va avoir tes commentaires à froid. On va écouter ça ensemble. Je ne l'ai pas entendu encore, je n'en revenais pas d'entendre ça. On va l'écouter. C'est en français de toute façon. Mon opinion, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, ce qu'il faut faire, si le Groenland, moi je dis que si on a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, on ne passe pas. Et se battre contre les Américains? Oui, non, mais les troupes, elles se battent contre les Américains? Ah, mais moi, éventuellement, oui, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains parce que si leur territoire allié, à ce moment-là, il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Oui. Mon opinion, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, ce qu'il faut faire, si le Groenland, moi je dis que si on a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, on ne passe pas. Et se battre contre les Américains? Oui, non, mais les troupes, elles se battent contre les Américains? Ah, mais moi, éventuellement, oui, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains parce que s'ils nous attaquent sur un territoire allié, à ce moment-là, il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Oui. Mon opinion, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, ce qu'il faut faire, si le Groenland, moi je dis que si on a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, on ne passe pas. Et se battre contre les Américains? Oui, non, mais les troupes, elles se battent contre les Américains? Ah, mais moi, éventuellement, oui, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains parce que s'ils nous attaquent c'est qui, lui? Un territoire allié, à ce moment-là, il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Oui. Mon opinion, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, regarde la si le Groenland, moi je dis que si on a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, passe pas. Donc, ce gars-là qui est convaincu, ça c'est le général Nicolas Richoux. Tu vois, c'est un militaire. Parce que il me frappait comme un gars qui, clairement, s'est pas, mettons, souvent battu dans la rue. Un militaire on appelle ça les militaires modernes en Occident, c'est devenu beaucoup des militaires de carrière. Le fait d'armes, c'est quoi? Des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. Et comme quelqu'un a dit dans le commentaire, si on écoute nos généraux, dans un an, on devra tenir un front à l'Est et un front à l'Ouest. On aura l'impression d'être l'Allemagne de 44. J'ai dit succès garanti. Personnel et équipement moins puissant, par exemple. Mais là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu es un général en France qui s'en va dire ça dans les ondes. Let's go. Mais j'aime ton abord. Tu sais, c'est comme des cadres, les officiers dans les armées. Dans l'armée américaine, puis, oui, OK, à certaines occasions rares, il y a certains officiers qui sont rendus dans des missions où ça a pu brasser. Les Français, à mon souvenir, sont pas en Afghanistan. Il y a le Mali. C'est pas. Ils sont fait mettre dehors par au Mali, ce gars-là a probablement jamais mangé une claque à gueule. C'est ça que je veux dire, comprends-tu? C'est un couard qui serait bien prêt à envoyer du monde être de la chair à canon. Souvent, c'est les plus prompts à tomber là-dedans, des gens qui ont jamais connu ne serait-ce qu'une petite bataille de rue. Donc, c'est à dismiss d'emblée. Puis, il y a une haine envers Trump qui est effectivement maladive. C'est pas juste un élément de langage, l'histoire du Trump Derangement Syndrome. Non, c'est ça. Il y a des gens qui sont complètement volés. On ne serait pas là. Puis, tu sais, pense-y, t'es général, toi, puis tu penses que l'Europe peut se pogner contre les Américains innocents. Et les Russes en même temps. Ah oui, oui. Ben, c'est ça, même pas les Russes. Tu peux même pas te pogner avec les Russes. La France, regardez les classements militaires. Moi, j'ai été à l'université en sciences politiques et ça m'avait beaucoup, j'avais appris ça comme il faut, tu sais, les rankings des plus grandes armées du monde. Et la France était toujours dans les premières, là, dans le top 5. C'est de la bullshit. La France a pas cette capacité-là et a une armée de gens très
peut mobiliser. Les États-Unis, malgré leur grand confort social, réussissent à avoir de la mobilisation qui est surprenante, qui est impressionnante. C'est dû à une certaine culture et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait qu'ils ont autant de meurtres par arme à feu que ce qu'on observe per capita versus les autres pays occidentaux. C'est une histoire de culture qui les sert très, très bien. Sur le Groenland, Daniel, je t'amène sur quelque chose que tu n'as peut-être pas prévu. Vas-y, go. Tu sais, le pauvre petit coude, on va l'appeler de même, là, Mark Carney. Mark Carney, là. Ouais. Elbows up, little bitch. On va leur montrer. Lui, là, c'est lui qui reçoit ses instructions de l'autre. J'essaie de ne pas être trop ad hominem, mais il y a une tête de pinot pareil, puis c'est un petit coon. Et lui a sorti là, pour dire on va défendre l'intégrité territoriale du Groenland. Ouais. Première affaire, les principes internationaux, lâchez-moi donc avec ça. T'sais, moi, j'ai étudié ça. Et on nous le disait dans des cercles de masturbateurs là, que c'était de la masturbation, que ça n'a pas vraiment... que en fait, les relations internationales là-dedans, l'homme est un loup pour l'homme. Oui, comme Hobbes écrivait avant les gouvernements. C'est parce qu'il n'y en a pas de gouvernement mondial. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de loi. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ça la vraie police du monde. C'est les 5 du Conseil de sécurité de l'ONU. Puis quand est-ce qu'ils se sont accordés pour donner une vraie conséquence à qui que ce soit? C'est qu'il y a pas de droit international réellement. C'est des lubies, c'est des espoirs. C'est pas mauvais que ça existe, sauf que de sortir ça devant l'action de Trump, c'est ridicule. Ou la potentielle avec le Groenland. Le Groenland, c'est loin d'être fait. Juste dire ceci, il pourrait y avoir une transaction monétaire. Mais moi, si j'étais Mark Carney, qui est dans le trouble plus que jamais face aux États-Unis, justement à cause du move avec le Venezuela, qui est une des seules autres places où il y a du pétrole aussi lourd pour faire de l'asphalte, entre autres, que le Canada, ben là, Trump, tu peux pas y aller de façon prévisible. Faut que tu le mélanges. Faut que tu lui donnes un bec, après ça, une claque sur la gueule, après ça, tu le flattes dans le dos, après ça, tu pognes le cul. Là. Puis, une des affaires que tu devrais envisager, Marky, c'est de faire une offre au Groenland pour l'acheter, puis tu fais ça, en plus, directement aux citoyens. Tu dis, écoutez, si vous acceptez d'être annexé au Canada, je vous donne 1 million par habitant. J'ai fait un petit calcul vite fait. Ça nous coûterait tu leur dis 1 million US, là. Pas qu'il y ait vous êtes tous des millionnaires au Groenland maintenant. C'est ce que Trump avait proposé d'ailleurs. Ah ouais? Oui, Trump a proposé aux habitants, écoute, parce qu'ils ne sont pas une grosse population au Groenland. Ils sont 50 quelques mille. 53 000, je pense que c'est ça. Puis je pense que chacun avait 1 million, quelque chose de même. Donc, il avait proposé. Et les habitants m'ont dit, quand Trump a dit ça, ah ouais, c'est sûr. On pourrait être il en a parlé peut-être, mais tu vois, j'ai pas vu ça. Mais éventuellement, lui va en arriver là. Puis s'il y a une offre avant qui est plus généreuse que ce que Trump avait mentionné ou avait envisagé, peut-être vouloir que la personne qui a amené ça pour faire de la distorsion dans ses visées, forme sa boîte, puis il y aura d'autres négociations. Ou bien tu lui dis d'avance, tu prépares tout ça, puis tu lui dis, écoute, je m'apprête à envoyer ça là-bas, puis peut-être que tu peux me convaincre du contraire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu accélérer Keystone XL? Tu peux-tu me crisser patience avec des tarifs d'aluminium, puis les chars, puis etc. Ouais, tu es en train de parler de pétrole, là, toi, là? Ouais, le pétrole vénézuélien ressemble au pétrole canadien. Hein? C'est très lourd. Ben, c'est pour ça que ça prenait des bonnes raffineries en bon état, maintenues, c'était pas facile. Mais tu vois, parlant de Mark Carney, Groenland, mais check bien la petite nouvelle, parce que Mark Carney est en rencontre, est en site. Et puis peut-être tu l'as vu passer. Alors, il est avec la première ministre Frederiksen. Donc, le Canada et le Danemark, alliés et partenaires, ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la résilience de l'Arctique, le buzzword encore. Le Canada va toujours soutenir la souveraineté et
et l'intégrité territoriale du Danemark, y compris du Groenland. Ensemble, et c'est là que ça devient intéressant, ensemble, nous continuerons de favoriser la paix en Ukraine et dans toute l'Europe. Sauf que c'est l'Ukraine et autres, ils ont besoin des États-Unis pour ça. Tu comprends-tu le jeu que ça fait? Ils n'ont jamais favorisé la paix en Ukraine. Avant que Trump soit élu, personne ne parlait de paix. Moi, j'avais vu les Chinois parler de paix. Exact. C'est tout. Puis lui était focus là-dessus. Puis là, depuis ce temps-là, oh oui, on veut la paix. Ah oui, oui, oui. Non. Puis l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il s'en sac. Comme autant que l'intégrité territoriale russe, c'est des gamiques qui sont... On n'a même pas besoin d'essayer de comprendre ce qui leur joue dans la tête. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais le Groenland, c'est sûr que, mettons que les États-Unis réussissent à l'arracher des mains du Danemark, parce qu'évidemment que le Danemark ne voudra pas. Le Danemark ne voudra pas, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que beaucoup de pays d'Europe sont endettés. À part la Suède qui n'a pas embarqué, la Suède était un des seuls pays durant le COVID show à avoir un PIB positif. Les autres étaient tous dans le trou. Ils ont été caves, toute la gang. L'Europe, il manque d'argent, l'Europe. C'est l'Allemagne qui finance l'Europe encore. Et si l'Allemagne se retire, c'est la fin. Mais regarde encore, ça, c'est encore plus drôle. Et bon, la bonne nouvelle de Mark Carney, notre nouveau premier ministre, contrairement au prédécesseur, lui, il n'a pas les jambes croisées comme une petite fille. Bon, c'est déjà ça de prix. Je l'ai déjà vu même. Pas aujourd'hui. En tout cas, avant la réunion d'aujourd'hui des dirigeants de la coalition des volontaires, j'aime le mot, hein, volontaire, le secrétaire général de l'OTAN, Marc Rutte, l'OTAN. C'est qui pilote l'OTAN au-dessus? C'est pas mal les États-Unis. C'est une organisation américaine. Ben oui. Et moi, avons discuté des efforts déployés par l'Alliance en vue d'instaurer la paix en Ukraine, donc l'OTAN, Ukraine, États-Unis, allô, et du besoin de garantie de sécurité robuste. Afin d'accroître nos capacités et celles de nos alliés, le Canada quadruplera ses investissements en défense au cours de la prochaine décennie, dans le cadre de sa mission visant à réverser pour réarmer les forces canadiennes, les forces Canada. Là, c'est drôle parce que si les Américains, les États-Unis, décident de prendre un morceau du Groenland, mais c'est parce qu'il y a des bases de l'OTAN, ce que je veux dire. L'OTAN, c'est l'OTAN qui va dire OK, on le fait, je veux dire. Le Danemark n'aura rien à dire, mais le Canada va faire quoi? Il va suivre l'OTAN. On est aligné sur l'OTAN. S'il y en a qui n'ont pas compris encore que notre alignement sur l'Europe est relativement faible, en fait, il est dicté par l'OTAN et les Américains encore. À moins que je me trompe, je peux être dans le temps. T'as raison, mais là, quelqu'un pourrait te dire pourquoi Trump n'arrête pas de dire qu'il pourrait quitter l'OTAN? Il ne va pas vraiment quitter l'OTAN. Il se rend bien compte que c'est un instrument de pouvoir US. Il s'en sert pour vendre des armes. Mais première affaire, mais tu sais, comme je te disais, la stratégie qu'il faut adopter avec lui, c'est parce que c'est comme ça qu'il marche, lui. Tu vas négocier avec, il va te donner une claque d'en face, un bec sur le coco, après ça, il va te pogner une fesse, après ça, il va te donner un coup de poing d'en face. Tu sais, il mêle le monde, c'est sa façon de procéder. Il essaye pas de se coller à la supposée réalité, encore moins à du conformisme ambiant. Donc, il dit n'importe quoi. Puis regarde, Mark Carney a été un des premiers à augmenter les budgets de la défense. Il le fait de façon un peu à la Trump, justement. Détourné. Il a pris la garde côtière, exemple. Il a intégré ça dans les dépenses de la défense. Puis toutes les bâtisses, j'ai croisé quelqu'un qui était chargé d'évaluer les bâtisses de la garde côtière très à la hausse et leur entretien pour que ça paraisse mieux devant Trump, qui nous demande quelque chose qui ça se comprend qu'on rote un peu parce que c'est vrai que les États-Unis vont nous défendre s'il y a vraiment une menace très extérieure. Ça, il y a pas. Mais on en est pas là. La Chine attaquera pas l'Europe centrale, la Russie non plus. C'est Taïwan là, qui est menacé. Puis d'ailleurs, tu sais, avec ces moves-là, moi, tu sais, j'ai pas vu ça d'un excellent œil. Le move au Venezuela, il y a des bonnes affaires là-dedans. Mais il y a des impacts. Notamment pour ce précédent-là, pourquoi Taïwan ne serait pas annexé par la Chine? Mais ce que je finis par me dire, c'est que c'est inévitable. Peut-être que Trump s'est dit, regarde, je vais le faire en premier.
Ben, ils se sont appelés entre eux autres. Les émissaires chinois étaient présents. La journée que Trump est allé chercher Maduro, les émissaires chinois étaient là et Gabin là. Suite à la rencontre des émissaires chinois, puis c'est peut-être ça qui a poussé Trump à agir le plus vite possible, plus vite que tard. Je vais juste montrer la photo. Maduro, tu sais, quand ton peuple crève de faim, puis ça, tu dois être maudit, je vais travailler fort, puis on va se battre. Tu vois que les priorités de Maduro, c'était pas tout à fait ça. Et c'était même surréaliste. Et c'est peut-être, il s'est moqué. L'orgueil, c'est jamais bon, là. Il s'est moqué des Américains et de Trump. Il dansait. Juste avant qu'il se fasse arrêter, lui, il dansait. Alors. Il a dansé pas mal dans la dernière semaine. Puis, tu sais, il disait des choses comme venez me chercher! Coward, vous n'êtes pas game! C'est ça. Vous ne pourrez pas venir me chercher. Essayez pour le fun. Il avait rencontré des émissaires chinois, mais il ne savait pas que son temps était compté. Et peut-être que cette petite danse-là qu'il a publiée pour se moquer de Trump, on se rappelle, un des derniers qui s'est moqué de Trump, il s'appelait Barack Obama dans un souper, qui s'était moqué de Trump publiquement, qui l'avait humilié en disant Trump président. Je me rappelle de ça. Ça, peut-être que Trump est très orgueilleux, sûrement. Hein, il a un gros ego. Je pense pas que c'est une bonne idée de. Je dis pas de le flatter, mais c'est pas aidé non plus. Là. Il ne s'est pas aidé avec grand-chose. Puis ils ont offert toutes sortes de sauve-conduits. Tu sais, à un moment donné, il a pris ça comme de la faiblesse parce qu'ils en ont peut-être trop à faire. C'était un après l'autre. Regarde, tu as telle option. Puis là, il le rappelait. Regarde, t'as pas voulu celle-là. Essaye ça. Non. OK. Puis tu sais, eux autres, les informations sur le terrain étaient incroyables. J'ai pogné un podcast. Oui, je te l'ai envoyé, c'est ça. Non, c'est Patrick Bet-David. Ça date. Okay. J'ai écouté ça cet automne sur une de mes bâtisses en se gonnant sur la toiture. Puis j'écoutais d'une oreille un peu distraite. C'était un gars qui disait, lui est poursuivi par le département de la justice américaine, mais il disait, je suis poursuivi parce que j'ai suivi des ordres. OK, j'étais rendu à ce moment-là dans une organisation privée, là, mais c'était des ordres pour me rapprocher de Maduro et faire en sorte que sa garde proche servir contre lui, pas de le tuer. Puis à un moment donné, PDB, Patrick Bet-David, il demande, était-tu assez proche pour le passer, mettons? Il dit oui, mais il dit, moi, je suis pas un assassin. Finalement, par exemple, il y a des gens qui sont morts autour de ce gars-là, qui est un Américain, qui disait dans le podcast, je suis rendu homeless, puis là, je suis poursuivi de tous les bords. Si vous tapez PDB Venezuela sur Spotify, vous allez le trouver très vite. C'est assez fascinant. Il y a de la crédibilité là-dedans, même si le gars me semble perturbé. Là. Oui, donc, ça fait du sens parce qu'il y avait des gardes du corps. Tu sais qu'il y a 12 Cubains qui sont morts dans l'opération du Venezuela. Des Cubains. Eux autres ont dit 32. Les Cubains ont dit que c'était 32. Puis j'ai pogné Stephen Miller hier, il a dit c'est plus que ça. C'était les Cubains, la garde rapprochée de Maduro. Ouais. Mais eux autres aussi, il y a un péché d'orgueil. Puis je n'ai parlé hier, mais j'ai retrouvé un autre topo. Puis tu vas voir aussi. Peut-être une surconfiance. Puis ça, c'est un mensonge que j'entends depuis des années. La Russie, la Chine sont meilleurs technologiquement, les Américains sont supérieurs, blablabla. Hier, j'ai déjà montré un topo. C'était pas tout à fait le cas. Et pire que ça. Pas la Russie, en tout cas. Écoute, on va regarder ça. Ça dure à peu près 14 minutes, mais on pourra commenter. Je vais l'arrêter des fois. Les sous-titres sont là. Donc, on a l'opération militaire. Les F-35 ont été très efficaces. On va mais avant, là, je veux juste dire, ce gars-là, c'était pendant le premier mandat de Trump, c'était en 2016. Puis des gens comme John Bolton puis Mike Pompeo essayaient vraiment de le faire des moves plus lourds que ce que finalement il a accepté d'opérer au cours des derniers jours. Ça, c'est 2016. Mais il y avait toutes sortes de ramifications, puis il y avait toutes sortes, en même temps, de possibilités qui se mettaient en place pour lui. Puis finalement, te rappelles-tu de Juan Guaido? Ça a tout revolé. Il a dit fuck off, puis il a sacré John Bolton dehors, puis ça s'est mal terminé. Il y avait ça dans un coin de sa tête. Mais là, c'est ça. C'est que je pense que une des raisons pourquoi il l'a fait, c'est l'occasion. Il y avait des renseignements tellement précis. Et oui, il y avait 5 à 6 personnes dans l'entourage immédiat de Maduro
qui avait dit où il était. Mais pour y arriver, là, tu vois les hélicoptères. Ben, c'est ça. Puis là, ces militaires, ils ont présenté des plans qui sont incroyables, qui, je pense qu'il y a juste les États-Unis qui auraient pu mener une opération comme ça, dans ce contexte-là, avec les équipements qu'ils ont. On va faire jouer ça parce que c'est une question d'équipement, de technologie, de compréhension technologique. Parce que c'est facile de dire, je vais te vendre une Ferrari, Guillaume, puis ton chum, beau-frère, garagiste, il va être capable de t'arranger ça. Non. C'est ça qui s'est passé, je te jure. Puis ils ont coupé les cellulaires, ils ont coupé l'électricité. Ça n'a pas niaisé. C'est un succès militaire total. 4 a.m., American helicopters were flying freely. Bon, ça commence bien. Over Caracas. No anti-aircraft fire, no missiles, no resistance. Venezuela had spent over $4 billion on Russian air defense. Alors, le Venezuela avait dépensé 4 milliards US de dollars en système de défense aérienne russe, les S-300 que j'ai parlé hier. Mais check, je l'ai dit, ce qui est arrivé. S-300. Ils se sont fait péter assez vite. Ah ouais. C'est ça les explosions qu'on a vues. Et là, ça a été vendu au Venezuela pour dire, je reviens sur la petite image, avec ça, vous allez avoir un bouclier de protection contre les Américains. Ils ne pourront pas vous atteindre. C'était comme ça que c'était vendu. To a no-fly zone for America. It took the U.S. Navy 20 minutes to turn that promise into scrap metal. This is the story of the most expensive military failure in Latin American history. 20 minutes. Let's be clear about what Venezuela was supposed to have. Starting in 2005, Hugo Chavez went on a shopping spree in Moscow. Right. He bought billions of dollars worth of Russian military equipment, paid for with oil money. The crown jewel, the S-300VMM, Anti-2-500. This is Russia's premier long-range air defense system. It can track 100 targets simultaneously. It can engage aircraft up to 200 kilometers away. Russian salesmen promised it could shoot down cruise missiles, fighter jets, even some ballistic missiles. Venezuela bought two. Donc, les systèmes de défense aérienne pouvaient même tirer des missiles de croisière américains sans problème. Ça allait bien. Mais il avait oublié quelques détails. Oui, c'est des images d'IA, là. On s'entend, là. Faites-vous en pas, je sais. Mais tu sais, ce régime-là n'est même pas capable de faire marcher des équipements pétroliers comme du monde, sur le sens du monde, par-dessus les réserves les plus importantes de la planète entière. Peut-être qu'il y a de ça. Mais c'est sur la supériorité des Américains. Full battalions cost about $1 billion each. But that wasn't all. They also bought Buk-M, 2 medium-range systems, the same type Russia uses in Ukraine. Pantsir S, 1 short-range systems. Tor M1, S-125 Pechora, over 5,000 Igla manpads. Layer upon layer of air defense, Russian doctrine, Russian training. Russian promises. Venezuela also bought 24 Su-30 Mk-2 Alors, 24 Su-30, c'est des bons avions, mais c'est de la vieille scrap des années 80, pareil. Comparable to America's F-15E. These jets can carry K-8-31 anti-ship missiles that fly at Mach 3. Russia said they could sink American carriers. Total Russian weapons purchases? Over $6 billion. Venezuela still owes Russia another $10 billion in loans. Alors, déjà, oui, exactement. Le Venezuela doit encore 10 milliards de dollars à la Russie. Ils ont acheté pour 6 milliards. Et la promesse, on va tous péter les Su-30 avec ça. Vous pouvez lancer des missiles contre des bateaux américains. Il faut qu'ils puissent décoller. Hein? Ils n'ont jamais pu décoller. Ils sont trop vite. En passant, il y a une flottille, une armada de parquets marine de parquets en avant du Venezuela, mais c'est venu de 20 endroits différents autour vers Caracas, parce qu'évidemment, tu peux pas faire... avion total. Tu peux pas faire juste une ligne, on s'en vient, puis c'est par là, parce que là peut-être qu'il aurait pu y avoir des meilleures défenses que ça. De ce que je comprends, ça s'est limité à quelques trous de balles dans un avion qui volait pareil après. Un hélicoptère qui aurait été atteint, et parce que les hélicoptères sont en basse altitude, par du petit calibre, il est rentré sans problème, mais le B-1B a été utilisé aussi, même pas le B-2, mais le B-1B, les vieux supersoniques bombardiers américains. C'est pas full stealth, mais ça, eux autres sont en haute altitude, puis te lâchent des bombes, tu n'as rien à faire.
Mais la suite, il y a des détails qui n'ont pas été prévus là. Vous avez vu les équipements russes envoyés. Ah, puis avec ça, tu peux tirer tout ça. Mais il y avait oublié un détail. Ça s'appelle la géologie, la géographie. For that money, they were supposed to get an impenetrable shield. They got a pile of expensive junk. January 3rd, 2026, around 2 a.m. local time. Tomahawk cruise missiles launched from the USS Gerald R. Ford began crossing the Venezuelan coastline. The S-300 radars should have detected them at 250 kilometers out. Should have started tracking. Should have started shooting. Instead, nothing. According to analysts, the U.S. used EA-18G Growler electronic warfare aircraft to jam Venezuelan radar systems. The Growlers didn't just create static, they flooded the electromagnetic spectrum with false targets. The Venezuelan operators had a choice: turn up their radar power to see through the jamming or stay blind. They turned up the power. That was exactly what the Americans... Alors là, il était aveugle. Les avions américains faisaient un blast de radar, un brouillage radar. Et pour percer ce radar-là, ça veut dire que les Vénézuéliens devaient augmenter la puissance de radar. Tous ceux qui sont en simulation de combat savent ce que ça veut dire. Toi, quand tu es un avion, si tu as un bon missile, un HARP, et que tu veux viser tes radars, si le signal est faible, tu vas avoir de la misère. Mais là, ils sont obligés de booster ce signal. Et en faisant ça, ils se sont éclairés. Les radars chinois, d'ailleurs, et russes, se sont éclairés comme des arbres de Noël sur les cibles américaines des avions. Et le fun a commencé là, mais check bien la suite en plus. Wanted. The moment those S-300 radars lit up at full power, they became beacons. They broadcast their exact GPS coordinates to every anti-radiation missile in the hemisphere. A GM-88E missiles, designed specifically to home in on radar emissions, came screaming in. The S-300 crews had maybe 6 seconds between detecting the incoming Tomahawks and dying. Most of them didn't even get that long. But here's the thing. Even before the first missile was launched, Venezuela's air defense was already crippled. You can't just buy Russian weapons and expect them to work forever. These are complex systems. They need maintenance. They need spare parts. They need trained technicians. Russia was supposed to provide all of that. At peak, there were 1,000 to 2,000 Russian contractors in Venezuela maintaining these systems. But Venezuela couldn't pay its bills. The country's economy collapsed. Oil prices crashed. Sanctions hit. By 2019, almost all Russian technicians had left. Only a few dozen remained. The results were predictable. Defense analysts reported that Venezuela's Su-30 fighters were mostly grounded. No work. Alors, tu sais, avoir de la technologie, même russe, il faut que tu l'entretiennes minimalement. Ça prend vraiment des équipements à la pointe. Il faut que tu remplaces des morceaux par des bons morceaux. Les Su-30, c'est des avions quand même de niveau perfectionné russe. Je veux dire, même nous autres au Québec, on a un Su-30 demain matin, on l'a. Je veux dire, il faut vraiment l'entretenir. C'est pas facile. On a de la misère avec nos F-18, imaginez, là. Allô? On dirait que ça a coupé. Okay, non, je suis là. C'est bon. Fait que c'est là le bordel qui a commencé, mais c'est même pas fini. Puis là, les ingénieurs sont plus là, la transmission de savoir n'est pas là. Puis là, l'autre jour... engines, no spare parts. The S-300 systems hadn't been properly maintained in years. Multiple sources said the entire air defense network was non-operational before the Americans even showed up. Maduro kept showing these systems in parades, kept claiming Venezuela was ready to fight. It was a lie. Even if the equipment had worked perfectly, there was another problem: the people operating it. Russian weapons come with Russian manuals, often poorly translated, if translated at all. Alors, c'est niaiseux, hein, la barrière de la langue. Et c'est sûr que les Vénézuéliens ne parlent pas russe. Ils ont traduit les manuels, puis peut-être pas les bonnes traductions. Mais non. Problème de traduction. Donc, tu sais, c'est une suite de choses stupides des fois, comme ça qui arrivent, mal planifiées, mal gérées. Tu sais, c'est des petits détails qui, au fil du temps, s'ajoutent dans des guerres. Et c'est souvent, des fois, des petits détails qui font gagner ou perdre des batailles. Ça a toujours été le cas. C'est pas grand-chose des fois, mais puis il y en a qui me disent « Ouais, mais l'espagnol, c'est connu dans le monde, puis tout ça. » C'est pas ça le problème.
C'était des documents techniques, technologiques, faits par les Russes, puis qui ont dit, on va vous traduire ça, mais d'après moi, ils n'ont même pas eu le temps de tout traduire comme du monde. Mais tu sais, je veux ajouter ceci. Y a-t-il déjà eu une grande puissance latino? Non. C'est cette espèce de rigueur qui a des défauts, là, qui est paranoïaque un peu, qui est excessive, là, que ça prend là, pour avoir le niveau de puissance US ou russe ou du Japon ou de la Chine. Il semble pas être présent dans ces cultures-là. C'est pas le génétique, là, c'est la culture. Tu as besoin d'un système d'éducation moderne technologique. Parce que ton école, qu'est-ce que tu enseignes à l'école? Est-ce que ta gang, oui, à Venezuela, tu as quand même fort en informatique d'un certain niveau, mais on parle des Russes quand même. Mais aussi un gouvernement socialiste comme ça, il n'y a pas la rigueur est son ennemi. Fait que après ça, de penser qu'il peut avoir une armée rigoureuse à la fois, c'est non. Ils peuvent faire des guérillas surprenantes dans certaines occasions. D'ailleurs, la Colombie, le président qui a osé braguer là-dessus, va prendre des armes récemment. Lui, en fait, il espère que les États-Unis fassent l'erreur qu'ils n'ont pas faite avec le Venezuela. En tout cas, pas encore. Que moi, c'est ça qui m'inquiétait. Ils n'envoient pas de soldats là sur place. No boats on the ground. Là, Trump a dit « I'm not scared of boots on the ground ». Il n'y a pas le choix de dire ça. Maintenant, il faut que tu bluffes un peu. Là. Il espère très fort qu'il n'y a pas besoin d'envoyer de monde là, puis que ça se run depuis le bureau de Marco Rubio, de donner les grandes orientations aux gens qui vont gérer le reste, là, mais pro-Amérique, puis pro-pétrole, puis il n'est pas question qu'on refasse la passe de nationalisation puis de voler des équipements pétroliers des compagnies américaines ou british sous prétexte de redonner ça au peuple vénézuélien, puis finalement, il y a bien moins qu'il y avait. By the way, mes grands-parents allaient au Venezuela. Moi, ils n'allaient pas en République dominicaine. Ils allaient pas. Quand ils allaient dans le sud, c'était au Venezuela. C'était paradisiaque. Jusqu'à temps que les socialistes rentrent là. Non seulement ils ont dégradé toute la patente, ils ont militarisé pour protéger leur folie. Mais on voit qu'il n'y a rien qui marche là-dedans. Ils ont militarisé, mais tellement tout croche que ça protège rien. Chavez, ils m'ont acheté d'équipements russes contre les Américains parce que les Américains et les Chinois vendaient ça pour dire vous allez vous protéger des États-Unis. Mais en plus, les comptes des comptes de banque en Suisse hier ont été gelés. Les comptes de banque de Maduro. Alors, j'ai vu ça. Qui a gelé des comptes de banque, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est sorti du pays. Donc, voler l'argent. Mais ça, c'était connu. En fait, Miami, Obama a commencé à serrer un peu la vis à l'époque, là. Mais avant ça, Miami avait c'était connu, là, une diaspora de l'élite, l'establishment vénézuélien extrêmement riche qui avait volé tout ça, puis qui en profitait pour soi-même. Il n'y a pas juste Maduro, là, la nouvelle vice-présidente, là, a des comptes en Suisse, elle avec, puis etc. Puis elle se les fait dire, regarde, ceux-là, Nicolas, sont gelés. Là, t'as beau dire que tu cherches les complices, puis que Trump, c'est un ci, puis c'est un ça. Dis ce que tu veux pour garder un peu de dignité. C'est pas grave, là. Sauf que si tu fais pas ce qu'on te demande, là, tes comptes en Suisse, oublie-moi ça. Puis on va faire une deuxième vague d'opérations. Peut-être que toi, on n'a pas de indictment sur ton dos qui nous permet qu'on puisse contourner le Congrès pour une opération militaire. Mais tout le monde autour de toi, on va vider à la place. Ton ministre de la Défense, il va se retrouver dans la même prison que PDD lui avec, puis etc. On va vider ton gouvernement, puis on va vider tes comptes, puis etc. Donc, en 99, j'ai travaillé au Venezuela, à la centrale hydroélectrique de Gouri, avec 10 000 mégawatts de puissance. C'était la deuxième plus grosse au monde. Le Venezuela, Chavez, oui, c'était un modèle. Mais check bien, je vais continuer parce que c'est géostratégique, toute l'opération. Il faut comprendre comment que ça marche parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'était facile ». C'est la suite d'erreurs continue. One analyst described Venezuelan training as learning from a handout translated from Russian. These weren't elite air defense specialists. They were conscripts. Many reportedly hadn't been paid in months. When their screens filled with hundreds of ghost targets from American jamming, when error codes started flashing, when every... Alors, c'était des conscrits sous-payés, mal entraînés,
qui s'occupait des équipements. On continue. Donc, tu donnes les conditions gagnantes. Puis là, sachant ça maintenant, je veux dire, tu es le président d'un pays de même. Tu peux faire des accords que tu es bon, mais dans le fond, c'est la catastrophe déjà annoncée. Everything they'd trained for fell apart. They didn't troubleshoot. They froze. Or they ran. You can't download quality training from a server in Moscow, and you can't operate an S-300 when you're terrified and confused. There's also something nobody talks about. The S-300 was designed for a different war. It was built to defend Russia from high-altitude American bombers flying over flat terrain. Think B-52s coming across the European plain. Venezuela is not flat. It's mountains and valleys and coastline. U.S. Navy planners used that terrain against them. Tomahawk cruise missiles can fly nap of the earth, hugging the ground, using mountains as cover. The missiles flew through valleys below the radar horizon. By the time Venezuelan radar detected them, they were popping up over the tree line. Maybe 10 seconds from impact. You cannot intercept a Mach 0.8 cruise missile when you only have 10 seconds to detect, track, lock, and fire. The math doesn't work. Russia sold Venezuela a system designed for 1985. America attacked with tactics from 2026. Let's talk about implications. Iran has S-300 systems. So does Syria, where they've already failed to stop Israeli strikes multiple times. North Korea relies on similar Russian air defense doctrine. Every country that bought Russian air defense just watched it get deleted in 20 minutes. One analyst put it this way. For the next 20 years, every Russian... Alors là, l'attaque qui était faite hier, c'est un message aux autres aussi. Put it this way. Ça, c'est une des qualités que j'ai trouvées à la chose, évidemment. Puis là, tu le prouves encore mieux avec ce documentaire-là. Souvent, les dictateurs ennemis de l'Occident sont armés exactement de la même façon. Ils ont des processus similaires à ce qui se passait au Venezuela. Fait que là, ça vient de les tranquilliser, puis notamment l'Iran. Puis en plus, l'Iran, ça va pas bien à l'interne. Il pourrait y avoir un effet domino. C'est une des choses que tout ça nous amène à espérer que... Parce que là, c'est ça, c'est pas terminé. Ça peut aller dans deux sens. Si ça va dans le bon sens, Cuba pourrait tomber. La Colombie, c'est pas safe son affaire au président, j'oublie son nom, très socialiste. Il est en train de baver Trump aussi, mais regarde l'impact économique juste de cette attaque-là. Là, ce que ça a, tu sais, des fois, tu peux lutter économiquement contre un adversaire, puis des fois, tu as besoin de, c'est quoi de dire frapper à bon endroit, regarde ce qui se passe maintenant. Les valeurs d'exportation des équipements russes étaient déjà en baisse. Mais là, c'est clair qu'il n'y a plus un pays dans le monde qui va vouloir les acheter, le scrap. Mais ils ont besoin de liquidité, les Russes, en ce moment. Voilà. Et ça, écoute, pour la guerre en Ukraine, Trump, en passant, moi, je suis certain qu'une des choses qui ont terminé sa réflexion, c'est que, mettons, Rubio, il a dit, garde, voici, tac, 4-5 arguments qui te montrent que ça va détériorer les capacités russes en Ukraine, que ça va les forcer à négocier. Je suis convaincu que c'est le cas. Puis j'ai pogné Trump dire, j'ai parlé à Poutine l'autre jour, vous parlez du Venezuela? Non. Avant l'attaque, là? Non, on n'a pas parlé. Et je le crois, là. Sauf que c'était dans la tête des deux. Peut-être qu'ils ont, de façon détournée, ils se sont laissés comprendre certaines affaires. Parce que les Russes, premièrement, se servaient de la navigation puis des pavillons vénézuéliens pour bien des évitements de sanctions. Oui, puis ils servaient de ça pour entrer en Amérique du Sud, parce que le Brésil est sous influence russe et chinoise actuellement. Et l'Iran est dans le portail. Ils n'ont pas trop parlé dans ça là, mais l'Iran, les drones iraniens étaient là aussi. Les trois étaient là. Chine, Russie, Iran. Les trois étaient au Venezuela. Donc, le Brésil, le message est passé. La Colombie. Bref, là, c'est clair que... Puis ça, c'est suite à l'attaque des États-Unis qu'il y avait eu en Iran aussi pour le complexe nucléaire, qui ont fait péter d'une façon chirurgicale. Trump est le général en chef des armées. Il utilise son armée.
Mon premier réflexe avec ce move-là dont tu parles, moi, ça avait été de faire comme non, on va pas se remettre d'un engrenage comme ça. Tu sais, l'Irak, ça a fait des centaines de milliers de morts dans de la misère 25 millions incroyable. De morts, puis l'Irak aussi, ouais. Bon, ouais, mais puis ça a donné quoi vraiment, là, tu sais, à part que ça enrichit des actionnaires de Raytheon, puis de Boeing, puis de Lockheed Martin. Fait que moi, j'avais bien de la misère. Je comprends que l'Amérique latine, les gens sont moins crinqués, fait que les guérillas, même si le mot vient de là, ont un peu dans les années 50. Non. Ça va être plus tough, ça va être plus rare, etc. Puis on regarde Noriega, ça avait bien marché. Fait que, puis finalement, l'Iran, le move en Iran, c'était limité, puis ça s'est limité à ça, puis etc., même si les résultats n'étaient pas exactement où ils voulaient. Donc, mais tu as une révolution en cours présentement en Iran, du peuple, parce que oui, en Iran, c'est pour des raisons économiques, oui, mais c'est aussi pour se débarrasser du régime des mollahs. Ils en ont plein le cul. Et le Shah d'Iran, les descendants du Shah d'Iran reviennent à l'arrière-plan. Ils sont présents, ils sont bien là, et le peuple cherche quelqu'un qui a une autorité morale. OK? C'est pas parce que je suis pour la monarchie ou quoi que ce soit, mais pour le peuple, le Shah, la famille du Shah d'Iran, et le peuple anti-mollah, pour eux, c'est eux qui représentent une autorité morale. Pour une partie, c'est dur à savoir à quel point. Mais ça, moi, c'est. On le voit avec la révolution en cours. La démocratie, il faut relativiser ça. On idéalise la patente, là, tu sais. Il n'y a jamais un moment où ça a été pur. On a une séparation des pouvoirs. Non, c'est arrivé, regarde, juste Wilson-Raybould, c'est un petit exemple de pointe d'iceberg ici dans le temps de Trudeau, où le premier ministre s'est ingéré dans les affaires judiciaires. Ça arrive pas nécessairement à petite échelle, le ministre qui fait sortir son neveu, qui a cassé la gueule à quelqu'un au bord. Non, OK, non, ça marche pas comme ça ici, mais à plus grande échelle, c'est des degrés. Il n'y a pas de démocratie pure. Puis quand on pense à des pays où ça va tellement mal, dans certaines occasions, moi, comme politologue, c'est une conclusion que j'ai atteint à un moment donné. Le but, c'est pas la démocratie, c'est que ça servir d'abord, puis des fois, c'est mieux un autoritarisme que de la démocratie qui, après ça, va élire d'un coup un populiste comme Hugo Chavez à l'époque qui a scrappé la place. Ça allait bien. Oui, bien, c'était un modèle. Puis là, c'est drôle, je vois les gens encore aujourd'hui, puis ça critique encore, c'est épouvantable, blablabla. Mais ça critique, sauf que j'entends des agences de voyage, puis tout ça. Ah, vous voulez pas aller aux États-Unis? On a d'autres destinations pour vous. Le Panama, par exemple, c'est une belle destination, c'est beau. Hey, sais-tu pourquoi le Panama, tu peux aller en touriste aujourd'hui? Parce que c'est aux États-Unis. Les États-Unis ont dit ça va faire. Vous comprenez pas qu'on vous êtes un satellite de notre empire, mais on intervient. Noriega, ils l'ont pogné puis ils te l'ont pitché dans une prison. Je pense que c'était une prison de l'État de New York aussi, d'ailleurs. Ouais, puis il est mort là. Pas les gens à l'époque. Ça dérangeait pas les gens. À l'époque, quand Noriega, ils l'ont arrêté. 89. Il y avait sûrement eu des équivalents de Mamani qui demandaient qu'on retourne Noriega à sa place. Mais ça m'énerve pareil, les faux prétextes. Noriega, ils l'ont ramassé. Je suis désolé, c'était pas parce qu'ils demandaient de la peau. Ils demandaient de la peau d'avant. Je comprends ça. Puis comme Maduro, c'est le prétexte légal. D'ailleurs, c'est la DIA qui est allée chercher la Drug Enforcement Administration qui est allée chercher Maduro. Donc, sous prétexte le boss du cartel de drogue, c'est le kingpin des drogues et autres. Et veut pas, le fentanyl a fait tuer beaucoup de monde. C'est 20 000 personnes par bateau, fentanyl. Mais si tu veux régler ça, envahir le Mexique, là. C'est pas. Ils ont parlé hier, Mexique, Colombie, mais c'est pour ça que la présidente mexicaine, hier, était peut-être nerveuse, elle est sortie, puis elle est contre ça, c'est épouvantable, mais les cartels mexicains, il va falloir. Elle avait commencé à prendre une ligne dure face à Donald Trump maintenant. Je pense que là, elle va réfléchir un petit peu. Elle va peut-être réfléchir. Oui, elle va réfléchir un petit peu. Ça, c'est sûr qu'elle va réfléchir. Puis il y a beaucoup de monde qui va réfléchir, mais leur premier réflexe va être de se bomber le torse. Après ça, ils vont y penser à deux fois. Mais il est question. Surtout s'ils veulent garder le compte de banque en Suisse. Il est question
Absolument. Depuis 2016, du côté de Trump, de frapper les cartels. Il les a déclarés comme entités terroristes récemment. Puis c'est effectivement dans les pires organisations qui existent sur la planète. Et il faut s'y attaquer. Biden leur a fait des cadeaux extraordinaires, comme ouvrir la frontière, puis laisser passer tout puis n'importe quoi, puis les laisser s'établir aux États-Unis, puis etc. C'est vraiment un revirement de situation, mais c'est peut-être pas assez. Je pense que s'il veut un leg de ce côté-là, il va falloir qu'il frappe au Mexique à un moment ou à un autre. Puis ça, cette façon de procéder-là, à date efficace, parce qu'on le sait pas. Il pourrait y avoir de l'extrême chaos même au Venezuela. Puis c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui, si j'avais été dans ces shorts, c'est pas sûr que j'aurais osé à cause de ça. Là. Ça pourrait, puis effectivement. Mais là, les cartels ont été attaqués. Trump, il faisait shooter les bateaux, carrément. Puis regarde qui était contre ça. Les démocrates, les gauchistes capotés, mais le peuple vénézuélien, eux, sont contents et célèbrent encore aujourd'hui. Et Alain a un bon point. La présidente du Mexique risque sa vie si elle s'oppose au cartel de drogue. Donc, c'est ça qu'elle, politiquement, publiquement, elle doit dire Trump, c'est un sale, c'est un pourri, puis on va lutter contre lui. Mais par en arrière, ça se peut qu'elle soit nerveuse parce que oui, c'est les cartels qui l'ont mis là. Mais en passant aussi, la DIA, puis les cartels, il y a de la collaboration historique qui est absolument incroyable. Déstabilisation de pays. Puis la CIA. L'histoire de Rick Ross. La CIA est impliquée là-dedans, définitivement. Là. L'histoire de Rick Ross à LA. Pas le rapper a pris son nom de ce gars-là qui, en ce moment, il est encore vivant. Lui, il vendait de la cocaïne que la CIA fournissait. La CIA prenait l'argent pour financer des opérations de déstabilisation un peu partout, Laos, là, puis nomme-les. Puis, à un moment donné, il l'avait assez utilisé comme Noriega, fait qu'ils ont décidé qu'ils l'arrêtaient. Puis le gars savait pas lire. Puis ils ont monté des accusations tout croche juste pour s'en débarrasser. Puis il a appris à lire en prison, puis il a appris le droit. Fait qu'il s'est lui-même défendu, puis il est sorti, là, il vend du cannabis légal à Los Angeles. Mais tu sais, c'est une histoire absolument éprouvée, prouvée, qui est vraie. Le gars, il faisait affaire avec la CIA. La CIA vendait carrément de la drogue aux États-Unis. Fait que tu sais, faut pas être angéliste ni d'un côté ni de l'autre, ni Trump. Trump est pas un angéliste. Je pense qu'il veut sincèrement que ça réduise, par exemple. Que là, il trouve que tu sais, il y a eu de l'abus, des millions de morts, effectivement, notamment avec le fentanyl. Mais même la Chine a reconnu le problème du fentanyl. Moi, j'ai toujours dit, c'est la Chine, je t'en ai parlé en ondes avec toi aussi déjà, c'est que le fentanyl, c'était la revanche de la guerre d'opium face à l'Amérique puis face à l'Europe. Mais récemment, lors du dernier voyage de Trump avec Xi Jinping, ils ont discuté des éléments de fentanyl pour les déclarer, pour les spotter, pour les tracer, ce qui est déjà quelque chose de positif, tant qu'à moi. Il y a une volonté de réduction de fentanyl. Ils vont s'en servir vraiment pour les besoins ciblés médicaux. Mais le Venezuela est rentré une plaque tournante de tout. Oui, un peu de fentanyl, mais j'ai pogné, j'oublie son nom aussi, un représentant, je ne le connaissais pas en fait, je l'ai pogné à CNN d'ailleurs. C'est un républicain. Puis il dit oui, le Venezuela, c'est surtout de la cocaïne qui est envoyée aux États-Unis. C'est crissement moins pire que du fentanyl, là, mais ça reste que bon, ça ravage beaucoup de monde. Mais il dit ça fonctionnait en cercle. Là. Il y avait du blanchiment d'argent là-dedans qui retournait pour acheter des éléments pour du fentanyl, puis etc. C'est tout mélangé. Faut pas essayer de trancher ça au couteau. Le Venezuela faisait partie de cette explosion de fentanyl-là qu'on a vu aux États-Unis, même si c'était pas de là que directement partait le produit aussi. C'est ça, parce que c'est un mélange de plusieurs choses. Remarque, les bateaux ont été spotés au Venezuela, les sous-marins masqués, et tu avais les bateaux non identifiés qui livraient du pétrole, malgré embargo, etc. Et aussi, c'est plusieurs choses là-dedans. Trump, le Congrès, pourquoi vous n'avez pas averti avant? Puis ça, je l'ai montré hier à l'extrait, je ne sais pas si tu l'as vu. Trump a répondu à cette question-là. Il y a une journaliste. Vous n'avez pas averti le Congrès? Il dit non. We don't want leaks. We don't like leakers. On ne veut pas des fuites, on ne veut pas de leakers. The Congress, they leak.
Des leaks. Des leakers. Alors, ça, c'est intéressant, mais ça, pour cette opération-là, techniquement, il n'y a pas besoin du Congrès non plus. Ben, c'est pour ça, c'est ça l'intelligence là-dedans. Il s'est servi de ce que Biden avait mis en place, je pense que c'était en 2020 avec l'indictment, la mise en accusation, puis il y avait même un wanted là, de dead or alive avec une récompense sur sa tête. Donc, il dit, j'ai pas besoin, il y a des dispositions qui disent que le président peut agir si c'est pour faire respecter la loi ou pour protéger des représentants du gouvernement américain. Mais la DEA puis des procureurs, ben c'est ça. Je sais pas si ils ont amené un procureur dans le convoi. Oui, ben Pam Bondi en a Elle n'est parlé. pas allée sur place, là? Non, mais elle n'a pas besoin. D'ailleurs, j'ai l'extrait avec moi ici, un peu. Il y a tous les scandales. Oui, ça ici. Maduro, donc, on va faire jouer Pam Bondi, puis vous avoir son rôle déterminé, la procureure générale. Elle a été reçue et elle a dit plusieurs choses. Mais tu vois, elle est revenue sur la drogue sérieusement, parce que c'est un enjeu même pour le Parti républicain. La drogue, ils n'ont jamais été en faveur trop d'avoir une population droguée. Parce qu'ils connaissent les effets, veut pas, là, tu sais, je sais. Mais je sais que les Américains ont joué avec ça en Afghanistan, avec leur... Mais je veux dire, oui, on joue avec ça, mais en même temps, quand tu fais de la prohibition, pense à l'alcool dans les années 20, qu'est-ce que ça a occasionné? C'est empowering le crime organisé. Des fois, les républicains ont aimé ça. Là. Les changements climatiques. Oui. Donc, je vais commencer cette émission-là. Et les catastrophes. Il me plante une pub du Québec des changements climatiques, reste. En tout cas, on a encore ces niaiseries-là ici, c'est bol. C'est ça que je parlais tantôt. Bon. On va écouter la procureure générale, justement. Madam Attorney General, great to have you. Let's talk about something called Article 2. Let's talk a little bit about the law, the charges, and let's go through those people, those critics that don't like the fact that Donald Trump did this and say he did not have the authority or he needed to go to Congress. You say what? Sean, this was well within the president's Article 2 powers. It was a law enforcement function to arrest indicted individuals in Venezuela. Our military pulled off a flawless execution of that. It was amazing. And, Sean, America and the Western Hemisphere is safer tonight. The charges, Maduro and his wife are charged with directing, and it's just an indictment now, they are charged with directing the murders, kidnappings, assaults of anyone who stood in their way and also anyone who tried to stop their drug business. They are also charged with bringing tons of drugs into this country. Maduro, Nicolas Maduro, is charged with over hundreds and hundreds of tons of cocaine flowing into our country. And he's charged with working with not only TDA, but also Sinaloa, all the cartels in Mexico, Colombia, and Venezuela. And what that means, Sean, is we know that this monster released countless defendants, prisons, insane asylums into our country. It's not just about drugs. The president saved thousands, countless lives tonight, countless lives with the drug trade. But he also protected Americans from the TDA members who Maduro let into our country, forced into our country, opened his jails, opened the insane asylums to come into our country. Ça, c'est un aspect qu'on entend peu parler dans les médias. Le Venezuela qui avait vidé ses prisons pour envoyer du monde aux États-Unis avec Biden. Ça, c'est avec l'ère Biden. Les portes ouvertes, là, c'est le bordel. Ben ça c'est quelque chose que... Pas précisément sur le Venezuela. J'entends Trump radoter ça. J'ai pas vu énormément de preuves de ça, mais c'était possible avec cette ouverture béante des frontières-là, qui, by the way, comment il a réglé ça, Trump? Il s'est juste pointé sa face. Il a dit « fuck off, c'est assez ». Fait que, tu sais, c'est tout. Il a mis Tom Homan à Ice puis il a augmenté les effectifs un peu. Tom Homan, c'est assez clair la face qu'il a. Tu traverseras pas ici de toi. C'est pas bien, mais c'est juste par son aura. Puis, by the way, il a stoppé
l'immigration clandestine est immense, pas juste aux États-Unis, au Canada, oui. Même au en Canada, Europe. oui. Le message a été passé, c'est fini. Arrêtez, restez chez vous. Gaspillez pas votre argent dans les mains du cartel, là, première affaire. Là. Ça a juste bénéficié au cartel. Mais on arrive ici. Moi, j'ai beaucoup d'immigrants dans mon immobilier. Ils étaient déçus à tellement d'égards. Première affaire, évidemment, c'est le mois de janvier. Là. La frette, il fait frette? Pas tout le temps après ça. Le réchauffement climatique des palmiers, non, il n'y en a pas, c'est ça? Non, mais après, tu sais, OK, il faut que je travaille comme un malade pour finalement payer mon loyer, puis il me reste quoi, là, 200$ par mois? Il va falloir que je fasse ça 15 ans, puis ou peut-être 10 si vraiment je me prive, puis mon 200$ par mois, je me garde pas pendant tout, tu sais, je veux dire, c'est des fausses promesses. C'est nocif pour tout le monde, le déracinement. Lui, il a arrêté ça avec son manche patate. C'est incroyable. Mais ça montre à quel point un gars comme Biden était corrompu. Ben, l'administration Biden, Kamano et Tim Walz, je veux dire, regarde, imagine si Kamano avait été là avec Tim Walz, là. Pense à ça 2 minutes. Ou Hillary Clinton, ça aurait été Écoute, Hillary Clinton voulait aller en guerre contre la Russie, là. Mais ça montre à quel point notre style de vie tient juste à un fil, parce que Venezuela, avant Hugo Chavez, ça allait. Oui. Un changement de régime. Nous autres, on a eu Trudeau 10 ans de temps, puis on a eu Legault aussi. Oui, il ne faut pas l'oublier, lui. Non, c'est ça. Fait que ceux qui tu sais, d'ailleurs, juste en rappel, ben nous autres, on a... j'ai posé une question à Mark Carney, mais il ne m'a pas répondu. Pas fin. Il dit bien arrivé à Paris où je vais rencontrer les dirigeants mondiaux afin d'aider à instaurer une paix juste et durable en Ukraine. OK, moi, j'ai posé une question. Est-ce pour préparer les contrats de Brookfield qui seront gérés par Freeland en Ukraine? Oui. Nous autres, c'est ce qu'on a comme premier ministre. Ah, mais là, non, mais Trump, là, il fait ça pour ses amis dans le pétrole. Attends un peu, là. Être laxiste sur l'énergie, ça, c'est criminel. Ça tue des milliards de personnes dans l'histoire de l'humanité. Napoléon, dans le temps, il n'y avait même pas d'électricité. Il avait compris que tout dirigeant devait avoir comme principale préoccupation l'énergie. Puis regardez le confort moderne, les hôpitaux, ce qu'on est en train de se taper là, un beau petit podcast, tout ce qui est notre confort moderne, sans l'énergie, c'est pas là. Puis des gens comme François Legault, puis Mark Carney, mais Mark Carney, ouais, il a autorisé un pipeline, puis là, ça a fait démissionner Guilbeault. C'est moins que le minimum, OK? Ouais. L'énergie, c'est fondamental. Puis c'est là où on peut revenir au Canada. Puis là, c'est vraiment... Mark Carney est le plus petit dans ses shorts, sauf peut-être, oui, le président de la Colombie puis la présidente du Mexique, après ce move-là, parce que Keystone XL est vraiment moins important. Tu sais, on parlait de pétrole lourd au début. On y revient. Des raffineries dans le golfe du Mexique, ils ont été setupés pour traiter du pétrole lourd du Venezuela. Voilà. Le flot a stoppé et c'est le Canada qui a compensé. On est rendu à 60% des importations de pétrole des États-Unis. Avant qu'Hugo Chavez prenne le pouvoir, c'était 15%. Il y a une corrélation qui est absolument parfaite mais là-dessus. Hier, ils en ont parlé parce que le pétrole du Canada est revenu dans la discussion avec le pétrole de Venezuela. C'est un niveau de transformation de moins. Donc, ils sont déjà équipés. Donc, le pétrole canadien va devenir moins intéressant. Ben absolument. Puis on ne s'est pas diversifié comme des Vénézuéliens pendant ce temps-là. On avait des occasions, notamment avec le terminal de Saguenay, GNL, mais aussi oui. Énergie Est pour envoyer ça en Europe direct, le pétrole albertain, etc. Puis on s'est même interdit l'exploration. C'est, à mon avis, du registre de la criminalité des dirigeants. Moi, je suis pas pour emprisonner des dirigeants. Là. Même, mettons, Joe Biden, après ce qu'il a fait à Trump, je l'emprisonnerai pas, mais on peut les qualifier de crottés, de criminels, d'avoir négligé l'énergie. Quand tu es un dirigeant, ta première préoccupation doit être
l'énergie. Il faut être autonome, et Trump l'a toujours dit, même dans son premier mandat, il avait réussi à le faire, puis Biden avait scrappé ça tout de suite. L'autonomie énergétique américaine, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, Trump l'avait atteint dans la dernière année de son premier mandat. Biden a rescrappé ça, mais là, ils sont revenus à ce niveau-là. Alors, c'est avec du pétrole qui vient du fracking, puis ce pétrole-là, c'est du léger. Fait qu'ils n'en ont pas de pétrole là. Fait qu'il y a d'autres places qui en produisent, mais là, il y a le Venezuela en bas puis il y a le Canada en haut. Mais là, le Venezuela en bas, il est revenu. Puis c'est une des choses qui aussi l'ont motivé à faire ça. En fait, je pense que c'est dans le primaire. Puis je l'entends radoter sur le prix du gaz tout le temps. Et il a raison. C'est une des choses qui fait que touche les Américains, eux autres. Ils n'aiment pas ça. Eux autres, nous autres, je sais qu'au Québec, on aime ça payer le gaz cher, 1,50. Mais c'est destructeur. C'est destructeur. Là, ça, tu sais, moi, les idées, l'environnement, j'ai de la misère avec les histoires de CO2, mais moi, je suis très environnementaliste. Mais hostie, il faut faire des choix. On pourrait arrêter de couper nos forêts boréales. En fait, il reste quelques zones de quelques kilomètres carrés au Québec, puis c'est tout. Moi, je te protégerais ça tout de suite. Mais le prix du gaz, c'est la vie du monde. Là. C'est le confort immédiat, puis surtout pour les plus pauvres. Oui, puis le fracking, en général, c'est du gaz, c'est vrai, mais il y a du pétrole fracking aussi, ça existe. Il y a du pétrole, mais le pétrole est du léger, tu comprends? Tu sais, le Venezuela puis le Canada, c'est du heavy. C'est avec ça que tu fais de l'asphalte. C'est des raffineries qui doivent être setupées pour traiter ça. C'est ça qu'il y a dans le golfe du Mexique. On en envoie là, nous autres, en malade, même si Keystone XL n'est pas là. Mais là, oubliez ça, Keystone XL, en fait. Aujourd'hui, le Brent, 60 et 51 à la baisse de 2 % aujourd'hui et le WTI baisse à 56,93, baisse de 2,37 % aussi. Donc, en un an, ce que Trump a fait sur les prix du pétrole, puis tu sais, je le vois là tous les jours, j'ai compris, là, c'est vraiment une de ses préoccupations primaires et c'est ce que je veux d'un dirigeant. Une énergie abordable, c'est garant d'une augmentation de la qualité de vie, c'est tout. Le niveau de vie des citoyens, c'est important. Puis, non, la qualité de vie, en plus, je veux dire, je te répète. On n'est pas des experts de pétrole, c'est vrai, mais on connaît quand même les sujets pas pires. Puis le fracking, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Puis il y a du pétrole de fracking aussi. Les affaires d'experts, on n'est pas des experts. Tu es un expert en quoi, toi? Le reste, tu te prononces jamais. Là, lâche-moi, vous n'êtes pas des experts, mais moi, personnellement, je suis un expert en géopolitique. Puis je trade du pétrole régulièrement. Je suis pas un expert, je suis pas un biochimiste, là. Je suis pas un chimiste. Mais je suis pas pire dans les actions de mine aussi. Mais tu vois, mon ami géologue, tu connais, Rénal Duberger, a fait un post qui c'était pas exactement dans le même sens, là, mais oui, les raffineries aux États-Unis, il disait, dans le golfe du Mexique, ont soif de plus. Ils sont setupés pour du pétrole lourd, puis ils en prennent le plus qu'ils peuvent du Canada. Keystone XL allait aider à ça, mais là, le besoin risque de revirer, à moins qu'on ait une guerre civile. Là, au Venezuela. avait beaucoup investi en Alberta pour raffiner le pétrole albertain. Et Suncor a pris le filiale de Petro-Canada de distribution aussi. Donc, quand vous allez là, maintenant, c'est Suncor que vous allez à Petro-Canada. Donc, vous voyez. Ah bon? Oui, ben c'est ça, j'ai constaté l'année passée, j'ai fait de saut. Mais tout ça pour dire que l'industrie du pétrole, vous avez une chose à retenir. Posez un expert. C'est une ligne qui contrôle la production, la transformation, la distribution. C'est une ligne verticale économique de A à Z. Et il contrôle la ligne au complet. Alors là, mais un expert du pétrole, tu veux dire quoi? Là? Arrête de demander des experts. Ou sinon, on va te faire vacciner une 12e fois par des experts te l'ont dit. Là. Voyons, là. Non, mais de toute façon, TVA, anyway, ils vont avoir les experts. Puis Gérald Filion, c'est un expert aussi. Fait que lui, il est en bas. Je les entendais hier à Radio-Can. Je ne vous le ferai pas jouer. Je vais vous épargner ça. Les actions pétrolières canadiennes ont chuté. Ben voilà. Donc, c'est sûr, avec le pétrole. Donc ce que ça confirme, tu vois, Yvon, ce que tu me confirmes, c'est que le Canada, avec ce qui s'est passé au Venezuela, on vient de perdre un avantage économique de plus. Et nous, on n'a rien fait pour se développer autrement. C'est pas fini. C'est pas fini parce que, je répète, on n'est pas certain de la finalité des choses au Venezuela.
Et c'est ça, moi, qui m'aurait fait me retenir. Je suis pas aussi courageux que Donald Trump. Il a joué avec la vie de dizaines de milliers de personnes. Ça pourrait basculer dans un chaos que je soupçonne Mark Carney ou certaines personnes au Canada de souhaiter. Là. Parce que, c'est encore possible. Puis si ça se produit, ben là, il restait Chevron, là, mais les autres grosses compagnies pétrolières iront pas reniper, investir des centaines de millions pour reniper les équipements pour recommencer à siphonner du pétrole là. Donc, c'est ça, les Canadiens est à risque. Et le fracking, effectivement, danger de contamination de nappe phréatique, pas trop le fun d'avoir une flamme invisible en faisant sa vaisselle, sauf que ça, c'était le fameux reportage du fracking de gaz naturel qu'il y avait eu à l'époque en Pennsylvanie. Un puits qui avait trouvé ça, oui, c'est vrai. Ça, c'est dans les premiers puits. Mais quand on a les statistiques, on est rendu à 440 000 puits aux États-Unis de fracking et ils n'ont pas toute une fuite. Il y a une fuite dans à peu près estimée 1%. Mais ça s'est vraiment amélioré. C'est comme le reste. Et je ne dis pas que c'est la meilleure techno, le fracking. Au contraire, j'ai participé à une audience publique à un moment donné dans le Binière, puis eux autres, il n'y a pas de problème. Ben non, il peut y avoir des problèmes. Il faut pas avoir la tête dans le sable. Mais là, ce que j'ai dit, ils disent, de toute façon, s'il arrive de quoi, c'est le gouvernement qui s'en occupe, le ministère de l'Environnement. Ah ouais, vous voulez que votre eau potable dépende des services du gouvernement du Québec? Êtes-vous malade? Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas être endormi non plus. Là. Il y a des responsabilités à avoir. Il faut faire attention. Puis c'est ça. Tu ne donnes pas le genre de l'autorégulation à l'industrie pétrolière, non, mais d'interdire l'exploration. Tu sais, mettons là, une plateforme au large d'Anticosti. Hibernia, c'est ça, c'est Terre-Neuve qui l'a, Hibernia. C'est dans la même piscine qu'on a accès. Puis est-ce qu'il y a eu des belugas trempés de cette glu? Non. Puis by the way, par exemple. Des belugas suite à la marde envoyée dans le fleuve par Montréal et Québec. Ah, mais je pense que c'est mieux un peu de pétrole que du caca. Ouais, du pétrole, en passant, du pétrole brut, c'est naturel. Il y a en leak dans l'océan sans qu'on drill. Every day. Naturellement. Oui, il y a des poches de méthane au moment où on s'est parlé pendant qu'on a fait l'affaire. Au large de la Floride, des milliers d'évents de méthane qui avaient été découverts en 2007, qui produisent à chaque seconde des tonnes de méthane. C'est d'ailleurs une des explications du triangle des Bermudes aussi en passant. Parce que ça crée des poches de méthane, que le bateau aussi passe là pendant qu'il y a une poche de méthane qui rouvre, le bateau il coule bien raide parce que la densité change. Et la poche de vapeur de méthane qui s'en va dans l'atmosphère, si c'est un moteur d'avion atmosphérique, les plus traditionnels avant, ben, ça peut étouffer le moteur. Et ça avait déjà été prouvé. On a des moteurs faits pour faire de la combustion avec de l'oxygène, azote, et non pas une poche de méthane dedans. Donc, il y a des phénomènes c'est intéressant. Naturels. Mais by the way, la majorité des volcans sont sous-marins. On n'a même pas un dénombrement proche d'être accurate. 95% n'est pas mappé. Quand vous parlez du CO2 humain, qui serait donc bien un problème, une éruption peut faire pire que la Chine et les États-Unis combinés en une traite. Ils sont en train de le faire. On était chanceux avec Unga Tonga janvier 2022, ça fait déjà 4 ans. Mais juste avant que tu arrives, je fais toujours une chronique un peu sur les volcans. Puis, on est 45 volcans en activité actifs présentement ce matin. Ah bon? C'est le double qu'il y a depuis. Moi, je suis ça depuis 2003, à peu près 2004. Et on est rendu à 45. Ce n'est pas des grosses éruptions majeures, mais en continu, il y en avait beaucoup depuis hier, dont le Kilauea et autres. Il y a une dizaine de volcans plus actifs que d'autres. Ce n'est pas des éruptions majeures, mais c'est le double du nombre de volcans actifs qu'il y a 3 ans. Donc, s'il y a 3 ans, il y en avait, exemple, 25 à peu près, puis là, tu en as à peu près 45, bien, ton CO2 et ton SO2, bien, il double aussi dans l'atmosphère quelque part, puis c'est pas toi qui le fais. Donc, il y a des impacts, et c'est sûr que ça, ils ne voudront pas le reconnaître. Non, mais c'est des gens qui n'aiment pas les humains. Si tu réduis les capacités en énergie, tu n'aimes pas les humains. Tu leur fais du tort. Le confort moderne ne dépend que de ça. C'est pas l'éducation. C'est pas le transport aérien. Oui, le transport aérien est là à cause de l'énergie. C'est l'énergie qui est fondamentale derrière tout ce dont on peut jouir
à notre époque que les milliers d'années précédentes n'ont pas offert aux êtres humains, c'est l'énergie. On l'a pas encore, la source ultime, propre, puis la fusion à froid, genre, on l'a pas. Ça s'en vient. C'est le prochain épisode, mais on pourra en parler. Fait que, écoute, merci beaucoup. Puis en passant, Asia Jack n'est pas vacciné. Hein? Alors, non, mais je t'aime pareil, là, mais lâche les experts un peu, man. Fait que c'est bon. Fait que c'est ça. Merci de ta présence. C'était super apprécié. Et puis, on va se reprendre. On va s'inviter une couple de fois de même. Ouais. On aura des topos. Puis, ça va passer vite. Hein? Écoute, on a 1h10. 700, ben oui, 1h10. Plus de 700 auditeurs live simultanés. Solide. C'est la durée de mon show. En passant, je recommence. S'il y en a qui écoutent Politigui correct des fois puis qui se demandent qu'est-ce que je fais à l'heure de mon show. Ah non, c'est un peu avant. Je recommence le 19. Tu me disais, je prends des grosses vacances. Oui. Ça se peut que j'aille en Floride, man. Non. Mais non, je travaille en masse. Inquiète-toi pas. Guillaume, il n'est pas insultant. Il a insulté peut-être les hommes, mais fais-toi-en pas. Il s'est emporté. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Mais ça m'énerve tout le temps, mais je répète, je t'aime bien, on peut se pincer un peu. Mais l'appel aux experts, c'est pas un argument. Non, parce qu'on l'a entendu pendant la COVID, on est capable de lire des rapports, puis on est capable de lire, on sait lire, on a appris à lire. Les vents dominants, là, les experts. Là, les vrais experts, c'est les vents dominants, c'est ça. Il ne faut pas retomber dans ce piège-là. Et rappelez-vous que pendant des années, il y en a qui pensaient que Gérald Filion est un économiste. Alors, mais le meilleur que je vois, là, souvent, c'est les gens en aménagement du territoire qui vont parler de la demande induite. Si tu construis une route, elle va se boucher automatiquement. Hey, asti, t'as pas besoin d'avoir un quotient de 120 pour comprendre que t'as peut-être une maîtrise, mais t'es peut-être un expert, mais t'es mêlé, t'es complètement la tête montée, le cerveau bourré, puis ça arrive souvent. Puis faut pas juste chercher les experts en comprenant ce genre de phénomène-là. Il y a des phénomènes dans les universités où la peer pressure est violente, puis ça fait une distorsion dans ce qui devrait être compris par ces experts-là. En guillemets, en passant un doctorat dans quelque chose, t'as toujours bien étudié rien qu'une pointe de tarte dans le domaine, puis là, tu peux être supposément un expert d'un coup. Pas plus. Non. Les gens ne savent pas, mais un doctorat, effectivement, c'est hyper spécialisé. Une maîtrise, c'est un peu plus spécialisé. Et un doctorat, c'est un seul sujet. Dans le sujet, ça prend rien que de la patience. Moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est pas le niveau de connaissance que ça implique. Non, voilà. Et merci beaucoup. Donc, Guillaume Raté, animateur politologue à l'antenne de CJMD 96.9 FM. Donc, vous pouvez aller sur Internet, CJMD. C'est 96.9. Oui, il y a des bons podcasts sur Spotify en masse. Tapez Politigui correct. Là, il y a du stock. Puis remonter, jouer là-dedans. Il y a des grandes entrevues, des éditos. Il y a des entrevues avec Daniel, entre autres en masse aussi. Okay, voilà. Merci beaucoup. Puis l'extrait va être bien sûr disponible de cette rencontre-là. Donc, Venezuela, les gens qui vont avoir la chance de l'écouter, ils vont être un peu plus renseignés différents, ce qui n'a pas été montré vraiment à Radio-Can et les autres, et aux experts de TVA non plus d'ailleurs. Je sais pas. Salut, mon Dan. Bye-bye. Merci. À plus. Alors, voilà. Alors, Guillaume à tes côtés. Alors, on va essayer de collaborer plus souvent. Ça va être le fun. Alors, ça permet d'avoir d'autres points de vue. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, déjà 2h13. Merci d'avoir été